Défi Ferme est un réseau de fermes engagé dans la réduction des produits phytosanitaires. La finalité du réseau Défi est de créer des systèmes agricoles économes en produits phyto tout en étant performants sur les plans économique, social et environnemental. La filière grande culture, polyculture, élevage a ses propres spécificités, effectivement. Et donc déjà, dans le cadre du réseau Défi, elle rassemble quasiment la moitié des groupes et des exploitations engagées dans le réseau. Mais c'est aussi une filière qui cristallise un certain nombre d'enjeux, de sujets d'actualité autour de la question des produits phytosanitaires. Je pense évidemment au glyphosate, même si ce n'est pas la seule filière concernée, ou plus récemment aux néonicotinoïdes. Dans la filière grande culture, polyculture, élevage, on a 128 groupes, ce qui représente environ 1450 producteurs. La méthode Défi, déjà c'est une méthode qui va partir des objectifs individuels de l'agriculteur. Ça passe d'abord par comprendre la logique de l'agriculteur et quelles sont ses attentes envers ses cultures et son système de culture. Au sein de chaque groupe Défi, il y a la possibilité de gérer à la fois de l'individuel, par des rencontres individuelles de bilan, etc., mais aussi de projets collectifs avec de la formation, des intervenants, des réunions, des tours de plaine et de l'expérimentation. L'intérêt pour les agriculteurs, c'est surtout de pouvoir échanger sur leurs pratiques et de se sentir moins isolés dans leur démarche. Ils vont pouvoir tester ensemble de nouveaux leviers agronomiques et faire leur retour sur les expériences bonnes ou moins bonnes qu'ils auront pu avoir sur leur ferme. La réduction des phytos, c'est donc possible, et notamment avec les groupes Défi. Nicolas Rochebrune, vous êtes animateur régional éco-phyto en région Centre-Val de Loire et ingénieur régional Défi, grande culture et polyculture élevage. Qu'est-ce qui motive les agriculteurs pour rentrer dans les groupes Défi? Ce qui peut motiver un agriculteur, c'est d'avoir de meilleures performances économiques et d'augmenter sa marge. Ça peut être aussi des convictions environnementales ou écologiques. Ça peut être de vouloir anticiper des contraintes, des évolutions réglementaires. Et puis, il y a aussi des situations de résistance et puis la disparition de molécules disponibles sur le marché. D'accord, donc on peut rentrer dans des groupes Défi pour différentes raisons. Alors avant qu'on rentre dans le détail, est-ce que vous pouvez quand même nous présenter les deux régions qui sont concernées? On peut peut-être commencer par le centre Val-de-Loire. Tout à fait, donc le centre Val-de-Loire, il y a un peu plus de 20 000 agriculteurs, la moitié sont en grande culture, 30% en polyculture élevage et polyélevage, dans ce cas-là principalement des bovins allaitants, mais aussi des bovins laits, ovins, caprins, porcins, volailles. Et puis on va trouver 7% de viticulture et 7% d'autres cultures, maraîchage, horticulture, arboriculture, etc. Et au niveau de l'Île-de-France, on a affaire à une région qui est différente quand même. En région Île-de-France, on a moins de 5 000 agriculteurs et 80% d'entre eux sont en grande culture, 10% polyculture, polyélevage, et puis les 10% restants se partagent en horticulture, maraîchage. Très bien. Et on a forcément des potentiels agronomiques qui sont différents selon les régions, mais on le reprécisera selon les cas peut-être. Oui. Alors, quand on parle réduction des phytosanitaires, on parle souvent d'IFT. Donc on va faire un tout petit rappel. Qu'est-ce que l'IFT? L'IFT, indice de fréquence de traitement, c'est un indicateur de suivi des produits phytopharmaceutiques. On le calcule à partir d'une dose de référence par an et par surface. Par exemple, une dose de plaine sur l'ensemble d'une parcelle va donner un IFT, tandis qu'une demi-dose sur la moitié de la parcelle donnera un IFT de 0,25.
D'accord. Donc, rentrons dans une étude que vous avez menée justement pour suivre l'évolution des phytosanitaires dans un groupe défi. Alors, cette étude, vous l'avez menée comment et auprès de qui ? On l'a menée auprès de plus d'une centaine d'agriculteurs, tous volontaires, engagés dans des réseaux défis. Leurs systèmes de culture variés sont au nombre de 142. Parmi ceux-là, nous avons 72 systèmes de culture ayant une trajectoire complète, c'est-à-dire que leurs données sont consolidées entre les années 2016 et 2019. Et puis parmi cet échantillon-là, on en a un petit peu moins de 40 qui ont aussi une trajectoire économique consolidée et que nous étudions pour cette partie-là. Est-ce qu'on a affaire à des systèmes d'exploitation variés, c'est-à-dire à la fois des éleveurs et à la fois des céréaliers ? On a une représentation aux 3/4 de grandes cultures et 1/4 de polyculture élevage. D'accord. Au niveau des potentiels agronomiques, justement, ça change beaucoup, je suppose. Oui, on a un gradient, on va dire, nord-sud, avec au nord un potentiel agricole plus élevé. Donc en Ile-de-France, de 80 quintaux, par exemple, en blé, 70 en orge, 30 en colza. En centre-Val de Loire, ce seront des régions comme la Beauce et la Champagne-Berrichonne. Et puis des potentiels plus limités dans les régions du centre et du sud, tels que le Bois-Chaud, Perche, Gâtine, Sologne, avec des rendements moyens en centre-Val de Loire de 67 quintaux en blé, mais plus faibles dans ces régions-là quand même. Très bien. Et l'étude court sur combien d'années ? Et du coup, des exploitations sont rentrées dans le réseau en 2012 ou 2016 généralement, et nous on va s'intéresser à la dernière période 2016-2019. Très bien. Merci Nicolas. Donc on a affaire à une variété d'exploitations, c'est intéressant, hein, des éleveurs, des céréaliers. Alors comment ont évolué les IFT de ces exploitations qu'on a analysées et suivies ? Je me tourne vers Salomé. Bonjour Salomé. Salomé Daucher, vous êtes élève ingénieur agronome. C'est vous qui êtes en charge des données du réseau défi pour le Centre Val-de-Loire et l'Île-de-France ? Oui, tout à fait. Alors, quelle évolution des IFT dans les réseaux défis vous avez pu remarquer ? Ça a bougé un peu, beaucoup ? Oui, alors au niveau des IFT totaux, hors traitement de semences et hors biocontrôle, on a une baisse de 9,8% de l'IFT. 9,8%. C'est ça. Et si on prend uniquement les systèmes qui ont réussi à faire baisser leur IFT, on a une baisse de 28% de l'IFT total. Très bien. Alors, IFT, c'est un peu général. Dans les produits phytosanitaires, on a bien sûr les herbicides et tout ce qui est hors herbicides. Je crois savoir que vous avez détecté des évolutions très différentes selon les types de phytosanitaires. On peut aussi faire une distinction entre les filières ici, parce qu'en polyculture élevage, on n'a pas du tout les mêmes leviers agronomiques qu'en grande culture pour faire baisser les IFT. Par exemple, en grande culture, on va avoir une diminution de 18% des IFT hors herbicides, alors que pour l'IFT herbicide, on a une augmentation de 9%. Et sur les réseaux en polyculture élevage, on va avoir une diminution de 25% de l'IFT hors herbicide et une diminution également de l'IFT herbicide de 1%. Très bien. Donc je comprends effectivement que globalement, quand même, il y a eu des baisses, qu'elles peuvent être plus marquées selon les situations, selon les filières, parce qu'on n'a pas les mêmes leviers techniques et on le verra tout à l'heure. En IFT hors herbicide, on peut aussi remarquer l'évolution de l'IFT. Donc, par exemple, insecticide qui a baissé de 31%. L'IFT également fongicide qui a baissé de 19% sur nos réseaux. Et l'IFT molluscicide et autres substances qui a baissé de 23%. Donc, on est vraiment sur des évolutions très importantes dans nos réseaux. Voilà, donc de beaux résultats. Tout n'est pas acquis, mais on a une bonne part de produits qui ont pu être réduits ou quasiment amenés à zéro dans certains cas. On le verra peut-être avec des témoignages d'agriculteurs par la suite. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si vous avez étudié, si vous avez pu comparer les résultats de ces réseaux défis aux résultats de la région en général, de la région Centre-Val de Loire. Alors oui, dans la région Centre-Val de Loire, l'IFT total augmente, alors que dans nos réseaux, il diminue. Donc, par exemple, on a l'IFT de la région se situe autour de 4,3, alors que dans nos réseaux, il est à 3,5. Et alors qu'au départ, les deux réseaux sont partis au même niveau d'IFT. Donc on a vraiment deux trajectoires très différentes entre les réseaux défis et la région. Et en Ile-de-France, c'est la même chose, on a la même évolution, puisqu'on a une baisse dans nos réseaux et une augmentation
au niveau de la région, si on prend tous les systèmes, avec 4,9 d'IFT pour la région et 3,9 d'IFT pour nos réseaux. D'accord, donc l'augmentation des phytos, ce n'est pas du tout, c'est pas inéluctable, et les réseaux défis le prouvent, on peut baisser là où, en moyenne, ça augmente. Salomé, à partir de cette étude, est-ce que vous pouvez nous dire si, quel que soit le point de départ où on est, au niveau IFT, on peut réduire? Alors oui, dans nos systèmes, on a vraiment tous les cas de figure, quel que soit le point de départ des IFT, donc même en ayant des IFT très élevés ou des IFT bas, on peut avoir une trajectoire de diminution ou de maintien bas des IFT. D'accord, donc les résultats de cette étude sont vraiment encourageants, hein, puisque les réductions sont effectives dans les groupes défis, que ce soit pour l'Île-de-France ou le centre Val-de-Loire. Voilà. Et qu'il s'agisse des systèmes de culture, en polyculture élevage ou en grande culture. Très bien. Alors, ceci dit, on peut se demander si la réduction des phytosanitaires a un impact économique. C'est souvent ce que redoutent les agriculteurs. Est-ce que la réduction des phytosanitaires risque d'entraîner une baisse de mes rendements, une baisse de marge, une baisse de mes revenus ? Sophie Gambaro, je crois que vous avez travaillé à ce niveau-là, c'est-à-dire, alors je vais d'abord vous présenter, vous êtes ingénieur réseau en Île-de-France, vous êtes basé à Melun et vous animez 2 groupes défis en grande culture. Si je suis amenée à réduire les phytosanitaires sur mon exploitation, est-ce que je vais pouvoir maintenir le revenu ou est-ce que je prends un risque ? Alors effectivement, la question économique, ça a toujours été une préoccupation majeure pour les agriculteurs. Et contrairement à ce qu'on pourrait craindre, diminuer ces phytosanitaires ne veut pas dire qu'on va diminuer sa marge. Donc si je prends en compte les agriculteurs du réseau Défi Île-de-France pour lesquels nous avons des données économiques, ce sont des agriculteurs qui sont passés d'une moyenne d'IFT totaux hors traitement de semences de 4,8 pour arriver en 2020 à 3,4. Donc ça correspond à une diminution pour arriver à moins 37% de la référence régionale. Donc c'est une diminution qui n'est pas négligeable. Et pour ces agriculteurs qui ont diminué leurs IFT, on a constaté, alors à l'exception des années 2016 et 2020 qui étaient très difficiles pour tout le monde, que ce soit pour des conditions météo difficiles ou une pression en ravageur très importante, on constate que quelle que soit l'année, la marge a été maintenue, donc la marge brute, aux alentours de 1 000 € par hectare. Voilà, quelle que soit l'année. Donc ces agriculteurs n'ont pas diminué leur marge brute. Ce qu'on constate également, c'est que la marge brute a quand même été très dépendante des produits, donc des rendements des agriculteurs notamment. Par contre, il faut faire attention, une exploitation qui fait les meilleurs rendements ne sera pas toujours celle qui s'en sortira le mieux sur le plan économique. Donc c'est vraiment important de raisonner à la marge et pas au rendement. Voilà. Alors pourtant, c'est encore très répandu. On a tendance parfois à vouloir, comme on l'a fait longtemps, pousser ses rendements. Donc ce n'est pas la bonne démarche. En fait, il faut aller jusqu'à la marge, jusqu'au revenu. Voilà, exactement. Alors comment ont évolué, on peut peut-être préciser, les produits et les marges pendant cette étude ? Alors, effectivement, les produits ont beaucoup dépendu des conditions de l'année, comme on l'a évoqué. Par contre, ce qu'on a remarqué, c'est que les charges, donc les coûts de production des agriculteurs, ont légèrement diminué, ce qui a notamment aidé au maintien de la marge malgré des conditions un peu plus difficiles. Très bien. Et est-ce que l'on peut, de la même façon pour les IFT, essayer de comparer ces marges, donc dans les réseaux défis, avec la marge dans les exploitations au niveau régional ? Oui, effectivement, on s'est posé la question et on a comparé les données économiques de ces mêmes agriculteurs du réseau Défi Île-de-France avec les données issues du RICA, donc le réseau d'information comptable agricole. Et ce qu'on a constaté, c'est que quelle que soit l'année, les produits bruts des agriculteurs du réseau Défi étaient inférieurs de 100 à 200 € par hectare par rapport aux agriculteurs de la région. Par contre, ils avaient aussi des charges beaucoup moins importantes. Ce qui fait qu'à l'exception de cette fameuse année 2016, les agriculteurs Défi avaient des marges brutes similaires, voire légèrement supérieures selon les années, à celles des agriculteurs de la région. Donc non seulement ils ont maintenu leur marge brute, mais en plus ils se situent très bien par rapport aux agriculteurs de la région. Donc, si je vous comprends bien, il faut absolument sortir du raisonnement uniquement au rendement, et il faut raisonner de façon pluriannuelle et pas à l'année, en fait. Exactement. Très bien. Donc, se lancer dans la réduction des phytosanitaires, c'est tout à fait possible, mais ça peut être stressant. Ça peut être stressant parce que ce sont des techniques qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser, et puis on peut se sentir isolé sur sa ferme.
Donc, rentrer dans un groupe défi, c'est rassurant parce qu'il y a un collectif. Alors, Sophie, je vais à nouveau revenir vers vous pour cet aspect. Vous suivez, vous connaissez bien les groupes défis. Quel avantage ça présente pour des agriculteurs qui sont tentés par la réduction des phytosanitaires quand ils rentrent dans un groupe ? Alors effectivement, ça présente de multiples avantages. Il y en a des principaux. On peut notamment citer l'efficience que ça va apporter. C'est-à-dire que les agriculteurs vont pouvoir déjà éviter de reproduire les mêmes erreurs que d'autres agriculteurs ont déjà fait. Donc là, je gagne du temps et j'évite certains risques. Voilà, tout à fait. Il y a aussi cette notion justement de progrès, d'apprendre plus vite que quand on est tout seul. Et donc, c'est pas négligeable, notamment pour des jeunes agriculteurs qui, entre guillemets, débutent dans leur carrière. Donc, ça veut dire que c'est possible, quand je m'installe, ou dans les années d'installation, de démarrer, parce qu'on a souvent tendance à se dire, bon, je m'installe et puis on verra ça plus tard quand je serai en rythme de croisière. Oui, tout à fait. Il y a tout un intérêt à essayer de faire les bonnes choses dès le début. On gagne du temps, comme on l'a dit. Et puis, être en collectif, ça permet aussi d'échanger, d'interagir sur des réflexions et des problématiques communes. Donc, ça permet aussi de débloquer des fois des situations plus facilement que si on est isolé. Alors, c'est encourageant. Et si je suis effectivement dans un groupe, je vais pouvoir bénéficier non seulement, si j'ai bien compris, des échanges avec mes pairs, mais aussi des références qu'on acquiert partout ailleurs au niveau du réseau défi. Une dernière question, puisque vous êtes avec des groupes, je voudrais savoir, quand on est lancé dans un groupe défi et qu'on réduit par exemple ses interventions, si on a décidé de ne pas faire une intervention mais qu'on voit le ou les voisins sortir quand même le pulvérisateur, est-ce que le fait d'être en groupe, ça peut m'aider psychologiquement? Parce qu'il y a certains seuils qui doivent être difficiles à passer quand même. Oui, effectivement, on parlait tout à l'heure du gain d'efficience à participer à des collectifs, mais on a aussi un gain sur le plan social, puisqu'on est dans un groupe d'agriculteurs qui vont être avec les mêmes convictions et souvent les mêmes problématiques que soi. Et notamment, ça peut aussi aider à conforter ses choix techniques, quand effectivement on voit son agriculteur voisin qui va aller traiter dans le champ, alors que soi-même on ne pensait pas le faire. Le dernier point qu'on n'a pas évoqué également, c'est qu'on a aussi un gain financier qui est probablement lié à cette efficience, puisque la Chambre d'agriculture de région Île-de-France a comparé sur 3 ans des agriculteurs présents dans des collectifs avec des agriculteurs qui n'étaient pas présents dans des collectifs d'agriculteurs. On a observé qu'en moyenne, ces agriculteurs dans des collectifs gagnaient 60 € par hectare de marge brute supplémentaire par rapport aux autres agriculteurs. Alors d'où vient cette augmentation? Elle provient essentiellement à la fois d'une hausse de production et également d'une baisse de charges. Bon, et est-ce que l'aspect convivialité est au rendez-vous? Qui dit groupe dit rencontre. Il y a un aspect convivial aussi dans ces groupes? Alors effectivement, c'est un petit peu l'élément majeur et principal pour qu'on ait une bonne entente et une bonne capacité de travail. Alors effectivement, le collectif, ça va être joué sur différents plans. Ça peut être des réunions en salle, des réunions sur le terrain, des visites chez les agriculteurs, des visites chez d'autres agriculteurs ou des sites d'expérimentation. Et on a également beaucoup d'interactions sur des groupes de réseaux sociaux tels que WhatsApp qui se sont beaucoup développés et qui permettent vraiment d'avoir une dynamique et un travail en collectif satisfaisant. Merci Sophie. Donc il nous reste à voir si les agriculteurs eux-mêmes ressentent les choses de la même façon. Donc place au témoignage d'agriculteurs. Le fait d'entrer dans le groupe, ça nous a permis aussi de découvrir d'autres façons de faire, d'autres rotations, pour pouvoir économiser un peu, réduire l'utilisation des produits phytosanitaires. Moi personnellement, ce qui me motive beaucoup, c'est le contact avec des gens qui sortent de l'ordinaire, qui veulent découvrir autre chose. Quand j'ai pris connaissance de l'existence de ces groupes, j'ai trouvé ça intéressant par l'échange d'expériences entre les agriculteurs. C'est quand même quelque chose d'important. On ne se sent plus tout seul, on apporte notre expérience, bonne ou mauvaise, parce que c'est ça qui est intéressant. Il y a des expériences qu'il faut surtout pas répéter, et ça c'est très bien. Il y en a qui sont très bonnes et qu'il faut reprendre. Donc ça c'est quelque chose de réconfortant. Et c'est les animations de groupe qui permettent de trouver des solutions pour d'une part réduire les traitements, d'autre part trouver des techniques alternatives, se rapprocher un petit peu du système bio, puisque eux ils sont contraints de ne pas utiliser de produits. Donc on va un peu échanger avec eux, voir qu'est-ce qu'on peut tirer de leurs enseignements.
Le fait de rencontrer des personnes qui ont déjà fait des réductions de phyto, qui font de la culture un peu différente de nous, c'est une certaine sécurité, c'est aussi profiter de leur expérience et puis de se faire aussi accompagner par eux, par la Chambre d'agriculture, par les conseillers qui sont spécialisés dans ce domaine-là. Réduire les phytosanitaires et le faire en groupe, c'est donc possible et c'est donc agréable. Mais concrètement, comment s'y prend-on ? Aude Potonnier, vous êtes ingénieur régional, vous travaillez à la Chambre d'agriculture d'Eure-et-Loir, vous êtes basé à Chartres. Vous accompagnez un groupe défi depuis plusieurs années. Alors, comment ça se passe dans un groupe défi ? Si je suis agricultrice et que j'y rentre, il y a une méthode particulière, il y a une façon de faire particulière ? Oui, dans les réseaux défis, on accompagne d'une manière globale les agriculteurs. On ne les laisse pas décider tout seuls, on les accompagne réellement. Global, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je ne vais pas travailler à la culture ? Non. On va travailler au système de culture. Donc, par exemple, en grande culture, on va travailler sur l'ensemble des cultures, la rotation, tout le système, pour se poser et bien définir déjà avec l'agriculteur ou l'agricultrice ses objectifs et ses problématiques. Ensuite, il va définir ses atouts, les contraintes de son exploitation pour pouvoir connaître ses limites et pouvoir connaître ce qu'il pourra mettre en place dans son système pour réduire ses produits phytosanitaires. L'objectif n'est-il pas toujours le même, réduire ses phytosanitaires ? Ah non, alors l'objectif principal quand on rentre dans un groupe défi, c'est forcément qu'on a envie de réduire ses produits phytosanitaires, mais après on peut avoir plein d'objectifs différents. Par exemple ? Ça peut être de pouvoir prendre des vacances en août parce que nos enfants veulent partir en vacances. Ça peut être de dégager du temps de travail parce que on a beaucoup de culture et on se rend compte qu'on rentre trop tard le soir. Voilà, ça peut être très personnel des objectifs et il faut savoir les définir. Donc si je rentre dans un groupe défi, je vais vraiment pouvoir poser tous mes objectifs, réduire les phytos, mais aussi tout ce qui m'est propre. Et dans ce cas-là, on va travailler à trouver les moyens de lutte malgré toutes les contraintes que je peux avoir ? Oui, en fait, on va se poser de manière individuelle, de manière collective sur le système et réfléchir ensemble à ce qu'on peut mettre en place et aussi définir ensemble les freins à la mise en place de certains leviers pour pouvoir accompagner, justement, comme je disais, dans cette réduction des produits phytosanitaires. Alors, on n'est pas tous les mêmes. Moi, si j'ai des contraintes de sol, ils sont moins bons que ceux des autres ou il y a moins de main-d'œuvre, ça va être pris en compte ? Bien sûr, chaque système est différent. Donc chaque accompagnement est différent et les leviers mis en place ne seront jamais identiques d'une ferme à une autre. D'accord. Et tous les gens qui vont être dans le groupe avec moi sont des gens qui sont volontaires pour la démarche ? Oui. La démarche défi, entrer dans un groupe défi, c'est du volontariat. Il faut avoir envie de réduire ses produits phytosanitaires. De toute façon, on ne peut pas engager un changement de système si on n'a pas envie de changer son système. Ça ne fonctionnera pas. Est-ce que ça ne va pas trop me chambouler ? C'est-à-dire que... Est-ce que je suis obligée d'aller jusqu'au bio ? Est-ce qu'il va falloir que je chamboule tout mon système de culture ? Ça va dépendre des objectifs et des limites de l'agriculteur. Certains agriculteurs vont vouloir aller très loin, tout de suite, démarrer très vite. D'autres vont vouloir sécuriser un peu plus les choses et y aller progressivement. On va s'adapter et accompagner au plus juste chaque agriculteur. Merci. Donc, effectivement, les groupes défis sont constitués d'agriculteurs qui sont volontaires, qui ont envie de réduire les phytos, mais en fonction de leurs propres objectifs professionnels et personnels. Et ils vont travailler chacun sur les moyens qu'ils vont mettre en œuvre. Donc il n'y a pas de formule unique et magique, mais il y a bien un travail qui est fait à chaque fois, adapté à l'exploitation. Alors c'est un moyen de reconquérir son autonomie peut-être. Nous allons nous tourner vers des agriculteurs qui sont présents sur le plateau et leur demander leur avis. Hervé Thomas, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes agriculteur, céréalier dans l'Essonne sur 140 hectares, donc en grande culture. Voilà, en GAEC avec votre frère. Si je résume les cultures principales, c'est blé meunier, orge, colza, pois, tournesol. Voilà, vous êtes dans un groupe défi depuis 2011 avec une douzaine de céréaliers. Oui. Voilà. Et donc, vous êtes rentré dans ce groupe. Alors, qu'est-ce qui vous a... Sachant que vous aviez déjà été dans un groupe, vous aviez commencé à travailler avec un groupe Chambre d'agriculture, vous avez voulu poursuivre. Qu'est-ce qui vous a tenté ? Quel a été le déclic pour rentrer
dans un groupe défi? Ça a été un peu une suite logique au groupe qu'on avait avec la Chambre d'agriculture. À l'époque, on parlait pas d'IFT. On était sur des marges. Donc, automatiquement, l'effet IFT s'est additionné à ça. Et plusieurs du groupe sont rentrés dans le groupe défi pour continuer à essayer de trouver des solutions pour réduire cette utilisation de produits. Votre objectif à vous, c'était quoi? Moi, c'était toujours d'aller plus loin. Parce que sinon, je m'ennuie. Aller plus loin vers quoi? Aller plus loin vers la réduction. Essayer de trouver tous les moyens possibles d'expérimenter pour essayer de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Il ne faut pas avoir peur de tester. Il ne faut pas avoir peur de tester. Alors, le premier levier que vous avez utilisé pour aller vers la réduction des phytosanitaires? On est parti, on va dire, sur la culture la plus importante. C'était le blé tendre. On avait quand même déjà des références dans notre région. On s'est aperçu que ça fonctionnait assez facilement. Tout ce qui est IFT hors herbicide, facilement, herbicide beaucoup moins. Mais en quelques années, l'IFT hors herbicide était à 0,5 ou quelque chose comme ça. Alors, vous avez travaillé comment au niveau du groupe? Vous avez fait des visites? Vous êtes comparés entre vous? Comment ça s'est passé finalement? Oui, sur le blé, était un peu avant l'entrée dans le groupe défi. Donc, j'avais déjà beaucoup de références. Ça, après, on en fait profiter un peu les autres, on va dire. On explique un peu comment on fonctionne et les résultats aussi étaient tout à fait corrects. Vous avez, excusez-moi, vous avez travaillé sur des mélanges de variétés, changé des dates de semis? Voilà, au départ, c'était un peu c'était densité de semis, date de semis et variétés tolérantes aux maladies pour faire le mieux, quoi. C'était un peu la base du système. Donc changer et aller vers des variétés plus résistantes. Plus résistantes. Et les dates de semis, vous allez les décaler de beaucoup? En essayant au maximum, parce que dans notre secteur, on est plutôt fin octobre. On a décalé d'une quinzaine de jours, on va dire, par rapport à du classique. Et déjà, par rapport à ça, vous avez vu des différences? Oui, parce que déjà, en réduisant les densités, pour le désherbage, c'était plus simple. On utilise plus de régulateurs sur les blés, puisqu'on a des densités faibles, et donc des pieds résistants. Et en maladie, c'est pareil, c'est des cultures aérées qui prennent beaucoup plus l'air, et un seul fongicide suffisait largement. Alors, le grand changement, c'est 2015. Là, vous avez décidé de toucher à votre rotation, donc je suppose que ce n'est pas très facile. Vous l'avez allongé. Comment vous êtes passé à quel type de rotation? C'était déjà quelque chose qui, quand on arrive au bout d'un système, on cherche autre chose, donc il fallait trouver autre chose. Donc la base de ce changement, c'est déjà les problématiques des herbages, régras, où on commençait à être un peu compliqué. Il fallait trouver une rotation où on allait alterner culture de printemps, culture d'hiver. Donc pour lutter contre le régras, nouvelle rotation. La rotation est partie sur du pois d'hiver, de printemps, suivi d'un colza, pour profiter de l'effet légumineuse. Un blé, une orge de printemps. Après, c'était tournesol, févrole au départ, œillette plus tard. On revenait avec un blé, on repartait. On est resté sur 6 ans, mais en changeant pas mal de cultures. Donc févrole, tournesol que vous n'utilisiez pas au préalable? Ah non, c'était un petit peu le souci, parce qu'on n'avait pas de référence dans le secteur. Il y en avait très très peu, alors fallait se lancer. Fallait y aller, voilà, fallait se lancer. Dire, oui. Alors sur les colzas, vous avez fortement amélioré la propreté? Oui, l'effet déjà, légumineuses avant, on sème du colza sur des parcelles propres, riches en azote. Donc avec des plants de campagne quand même. Vous avez ajouté des plants de campagne. Alors qu'on faisait déjà avant. Quel type de plants de campagne? Un plant de campagne, on a du trèfle, de la gesse et de la lentille. Donc c'est une couverture assez forte des sols? Colza qui se développe rapidement, plante aussi, couverture du sol rapide. Et on n'utilise presque plus d'antidicote, ou ponctuellement vraiment. D'accord. Certains agriculteurs se plaignent des chardons. Oui, ça commence. C'est un peu le défaut du pois colza. D'accord. On est 2 ans où la gestion des chardons est compliquée. Donc vous avez bien attaqué le régras, mais le chardon commence à vous embêter. Voilà. Donc au niveau du blé, vous avez bien réduit aussi. Au niveau herbicide, c'est difficile. C'est là que ça baisse plus, quoi. Ça a plutôt tendance même à... on commence à se faire envahir. Enfin, faut pas se rater une année parce que sinon on paye cher. Donc faut être très vigilant. Oui, hyper vigilant. On n'a plus que du désherbage d'automne, alors qu'il y a encore 5-6 ans, on faisait un passage au printemps, ça fonctionnait. D'accord. Et maintenant on n'est que d'automne, sinon. D'accord. Et sur le tournesol, traitement, pas traitement? Tournesol, c'est
C'est 0 IFT parce que c'est RC tri ou mineuse. D'accord. Vous avez ajouté des couverts végétaux? Oui, dans les intercultures. Dans les intercultures. Interculture, on essaye, quand ils veulent bien lever. On Et essaye, quand ils veulent bien lever, il y a un voilà. effet qui est lequel? Il y a une couverture du sol qui est aussi importante. Ça aussi, bon, je mets toujours des fleurs, j'aime bien voir. C'est utile pour nos petites abeilles. Je ne veux pas faire le professeur, mais c'est important. Pour moi, c'est important. Comme j'ai en plus quelqu'un qui met des ruches. Pour structurer le sol, Alors, vous allez allonger vos rotations, mais des fois, il y a des gens qui raisonnent plutôt à la culture et qui se disent je ne vais pas rajouter telle culture parce que ça ne rapporte pas grand-chose finalement. Ce n'est pas votre façon de voir? Non, moi, je regarde le résultat au bout des 6 ans. Là, c'était cette année, on l'a le résultat. D'accord. Donc, on rejoint ce qu'on a entendu tout à l'heure. Il faut surtout ne plus raisonner à la parcelle, mais voir les effets bénéfiques sur une rotation complète. C'est ma façon de voir, toujours. D'accord. Vous êtes au bout de tous les leviers, parce que ça fait un moment que vous y travaillez, donc vous avez utilisé beaucoup de leviers, vous utilisez des pièges, vous pesez des choses, vous pilotez par satellite. C'est quoi tout ça? Tout ce qui est faisable, avec la Chambre d'agriculture, on a un peu pas mal d'outils d'OAD, on appelle ça, d'outils de la décision. Pour les colzas, c'est les cuvettes, pour les pois, c'est les pièges à tordeuse, puis c'est aussi d'aller voir. Donc il faut aller voir. C'est important. Il faut aller voir souvent. C'est la base. C'est pas l'outil qui va te dire fais ça, fais ça, fais ça. D'accord. Pilotage d'azote par satellite, par pesée, par reliquat. Donc vous avez testé plein de leviers. Et au niveau de l'IFT, alors vous étiez à 1,38 en 2021, c'est ça, en herbicide? En herbicide, oui. Et en hors herbicide? Cette année, oui, 2021. On est à 0,7, je crois. 0,7. Très bien. Alors ça, c'est des résultats techniques, mais au niveau économique, ça donne quoi? Je travaille avec la Chambre d'agriculture au niveau de la gestion. Ça se passe très bien. Donc vous n'avez pas perdu d'argent? Ah non, je pense même en gagner. Oui, en gagner, oui. D'accord, donc il y a des résultats comparatifs avec la Chambre. Et vous êtes où? En bas ou en haut du panier alors? Sur des secteurs, ils reprennent des résultats de tout le monde. En marge brute, on est dans le haut du panier. Dans le haut du panier. Donc on peut... ça me satisfait, oui. Ça vous satisfait. Donc on a tout intérêt à baisser les phytos, mais il faut savoir aller faire le tour de ces parcelles. Ah ça oui, il faut... C'est un plaisir. C'est mieux de passer 2 heures à se promener dans les champs que de monter sur le pulvé sans savoir. Très bien. Alors, donc, on a vu qu'au niveau des céréales, pour un céréalier, c'est possible. Il y a du travail à faire, il y a des changements à faire. Comment ça se passe au niveau des systèmes d'exploitation où il y a de l'élevage? Donc, Olivier Fradet, vous allez témoigner pour ce qui vous concerne. Vous êtes éleveur dans l'Indre. Voilà, vous êtes en EARL avec un salarié dans le Bois-Chaud Sud sur 230 hectares, grosso modo 60 hectares de culture et puis 170 hectares d'herbe. 140 vaches mères et ce sont des limousines. Voilà. Vous avez intégré Défi il y a moins longtemps que l'agriculteur précédent, il y a 5 ans je crois. Qu'est-ce qui vous a poussé en fait à rentrer dans le réseau Défi? C'est un petit peu en passant par une réflexion au niveau de l'élevage? Il y a eu plusieurs leviers. Bonjour d'abord. Il y a eu plusieurs leviers qui m'ont fait venir dans le groupe Défi. D'abord, la recherche de l'autonomie alimentaire, où je faisais de l'ensilage de maïs et avec les sécheresses consécutives, on ne ramassait plus grand-chose. On avait une grosse problématique résistance régravulpin, où on nous disait qu'il fallait toujours traiter plus, mais on ne voyait pas le résultat. Et j'avais déjà testé au niveau de mes vaches la biodynamie, enfin la phytothérapie pour les animaux, où j'avais des problèmes de parasites, le paramphistome qui s'installe dans les intestins des vaches. Et au début, on me disait de traiter 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis ça ne marchait plus. Donc j'ai testé la phytothérapie. La phytothérapie ne tue pas les parasites, il aide juste la vache à créer un environnement plus hostile ou moins propice au développement des parasites. Et donc vous avez fait le parallèle, vous vous êtes dit pourquoi pas avec les cultures? Pourquoi pas avec les cultures? Je n'avais pas la technique parce que je suis d'abord un éleveur.
Donc j'ai dit pourquoi pas tester avec le groupe Défi. D'accord, donc un changement complètement d'approche. Alors, vous êtes rentré dans ce groupe Défi. Quand on rentre, on est comment? On est sur ses gardes, on est rassuré, on se sent tout nouveau, tout le monde est nouveau. Quel premier sentiment on a? C'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire? On ne sait pas où on va. Et comment expliquer ma voisine, nous, on a toujours eu l'habitude qu'on nous propose des solutions toutes faites. Donc au début, on attendait qu'on nous propose des solutions toutes faites. Ah. Et puis finalement, on s'est vite rendu compte que ça venait de nous, quoi. Ça devait venir de nous, de ce qu'on voulait faire, de ce qu'on voulait expérimenter. Et là, la vie du groupe et l'ambiance du groupe a beaucoup aidé à bien avancer. Donc il n'y a pas de remède miracle, donc voilà, mais ça vient de vous. Alors ça veut dire que vous avez, commencé par quoi? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que vous avez décidé vous-même de changer? Avec l'analyse du groupe, on a vite compris que je devais changer ma rotation. Alors votre rotation, c'était? Ma rotation, c'était 3 céréales de suite, blé, triticale, métail, un maïs, qui est aussi une céréale, et on renchaînait avec 3 céréales. Bon, et donc vous vous dites, je vais arrêter ça. On a basculé, oui, on remplaçait le maïs par des prairies temporaires multi-espèces avec beaucoup de légumineuses. 3 ans, après 2 céréales. Donc blé, j'ai intégré l'épeautre, une variété beaucoup plus rustique et très bonne pour mes vaches. En limitant les céréales et en introduisant les prairies, ça vous a permis de réduire fortement. Vous avez vu l'effet tout de suite des prairies, enfin tout de suite. Vous les avez laissées 2-3 ans 3 ans. 3 ans, les prairies. Vous avez vraiment mesuré un impact sur la propreté des parcelles? Pas tout à fait, on va mesurer les propos, parce que l'intérêt de la prairie 3 ans, c'est que ça casse le cycle du vulpin et des raies gras résistants, parce qu'ils n'aiment pas être pâturés. Mais par contre, quand on a le stock, comme disait mon collègue, on l'a pour 25 ou 30 ans. Donc stock de graines d'adventice, de graines d'adventice. Ouais. On ne va pas le faire disparaître en 5 ans. D'accord. Donc vous avez introduit les prairies, introduit l'épeautre. Ça veut dire que vous avez aussi amélioré l'autonomie alimentaire. Oui, de façon au niveau quantité, au niveau qualité et au niveau sécurité, au niveau de la ration de mes vaches. Alors c'est du 3 en 1 là. On essaye de baisser les pesticides, on a plus de stock, donc plus de sécurité et on est plus autonome. Et on économise du temps de travail. Et on économise du temps de travail. Combien? Ouais, par rapport à mon système, par rapport à ce qu'il y avait avant, quand je fais manger mes vaches, c'est 1 heure par jour. D'accord. Vous m'avez dit aussi que vous améliorez les conditions de vie de votre sol. C'est-à-dire que vous avez changé votre façon de travailler le sol? C'est grâce au groupe Défi aussi qu'on s'est rendu compte que le sol, c'était la base et qu'il fallait déjà commencer par ça avant de vouloir absolument s'entêter à réduire les phytos. Alors, commencer par ça, ça veut dire un sol en meilleure santé, biologique. Voilà. Enfin, qu'est-ce que vous entendez par là? Meilleure santé, ça veut dire que c'est comme pour mes vaches, j'essaie de chercher un équilibre au niveau de mon sol. Ça veut dire éviter de trop le travailler pour éviter de le bouleverser, éviter d'y apporter par exemple des fongicides qui tuent des champignons. Les champignons, c'est la base de la vie du sol. J'évite d'apporter des insecticides, des mollucides pour éviter de créer un déséquilibre au niveau de la faune du sol. C'est tout un ensemble. Et finalement, aujourd'hui, la réduction des phytos est plutôt une conséquence de l'amélioration de mes sols plutôt qu'un objectif. D'accord. Donc, effectivement, il y a eu un gros changement. Vous pourriez tout de même nous préciser au niveau du travail du sol que vous avez modifié, vous avez arrêté de labourer ou dans certains cas, ou changé d'outil? Dans certains cas, on est toujours dans la période d'expérimentation. Donc, on a tenté l'expérience du semi-direct, du semi-simplifié ou du labour. On veut tendre vers le semi-direct, mais quand on veut nous interdire le glyphosate, ça va être compliqué. Ça pose donc, des questions. On ne se jette pas à corps perdu dans le semi-direct. Très bien. Donc, on comprend bien qu'avec l'introduction des prairies, de l'épeautre, du changement de rotation, il y a des résultats, que vous êtes toujours en cours, parce que sur une exploitation, tout ne se fait pas en 2 ans. Donc, au niveau du travail du sol, vous testez. Techniquement, ça marche bien au niveau de vos résultats et économiquement aussi? Ou comment vous vous situez après ces 5 années? Au niveau de l'autonomie alimentaire, on est quasiment arrivé. Au niveau qualité, j'achète plus de complémentaires azotés, donc plus de soja américain. On travaille encore là-dessus, mais ça, c'était un gros point positif. Le point un peu plus négatif, c'était, comme mon collègue, c'est de trouver des solutions pour le désherbage.
Donc ça reste le hic. Et au niveau économique, vous avez pu faire des mesures dans votre groupe et pour votre exploitation? Vous avez pris des risques économiques? Prendre des risques, je ne sais pas si on prend des risques, c'est surtout aller à l'encontre de ce qu'on nous a toujours appris. Alors, on vous a appris quoi? Quand on fait un test et que les anciens, les voisins, les anciens nous disent « Qu'est-ce que tu fais là? C'est n'importe quoi ». Quand le technicien de la COP va nous dire « Si tu fais ça, tu ramasseras rien, tu vas te ruiner ». Mais finalement, à la fin, c'est nous qui devenons maîtres de nos décisions. Ça veut dire que vous ne cherchez pas la Formule 1, vous ne cherchez pas les rendements maximum? Exactement. Aujourd'hui, moi je sais que aujourd'hui, avec ce que j'ai mis dans mon sol, il me faut que je fasse 20 ou 30 quintaux pour rentrer dans mes frais. D'accord. Donc même si j'ai une mauvaise année, s'il y a un accident climatique, ce qui arrive fréquemment actuellement, soit un excès d'eau, soit une sécheresse, soit du gel, mais je sais que même si je fais 40 quintaux, je rentre dans mes frais. D'accord. Donc, alors qu'avant, il fallait chercher 50, 60. Donc un calcul, une observation à la marge. Différente et que la marge, elle n'a pas bougé, voire elle a augmenté un petit peu. Voilà. Donc vous êtes satisfait pour cette première phase, on va dire, mais première phase. Oui. Première phase, mais vous continuez. Quand on appelle 5 ans une première phase, mais en agriculture, c'est le cycle de on ne fait pas de l'agriculture. l'informatique, on n'appuie pas sur un bouton, il faut du temps pour tester les solutions. Alors, ce qui est vrai pour Olivier et Hervé, est-ce que c'est vrai pour les autres agriculteurs? Comment s'y prennent-ils pour faire évoluer leur système pour réduire les phytosanitaires? Astrid Casas, vous êtes ingénieure régionale dans l'Indre. Voilà, vous animez un groupe défi d'une douzaine d'agriculteurs avec la particularité d'avoir à peu près la moitié d'éleveurs et la moitié de céréaliers. Alors oui, bonjour Valérie. Effectivement, j'ai un groupe un peu hétéroclite avec une moitié d'éleveurs et une moitié de céréaliers. Alors sachant que dans les éleveurs, j'ai un peu de tout. J'ai du bovin, du caprin. Donc une belle représentativité. C'est ça. Alors on va reprendre un petit peu les éléments qu'on a vus là avec les agriculteurs, mais vous avez une vision, je dirais, plus large avec tous les cas que vous voyez. Les leviers utilisés par Olivier et Hervé pour réduire les herbicides, est-ce que, comme l'introduction des prairies, l'allongement des rotations, introduire de nouvelles cultures, sont des leviers qui sont souvent utilisés en élevage ou en exploitation céréalière? Ce que je pense, c'est que c'est effectivement les premiers leviers qui sont mobilisés. Alors après, ça dépend aussi de ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à la volonté de l'agriculteur de changer profondément son système tout de suite ou d'y aller progressivement. Moi, j'ai dans mon groupe des gens qui ont effectivement réintroduit des nouvelles cultures, qui ont déjà allongé leur rotation en passant de quasiment 3 ans en étant de colza blé orge à rajouter effectivement, comme l'a dit Hervé, du tournesol, du pois ou du maïs par exemple. Et puis pour les éleveurs, effectivement, ça peut être le levier des prairies qui va être utilisé. Ça peut être effectivement, comme ça a été dit aussi, les métailles, donc c'est-à-dire des mélanges céréales protéagineux qui vont nourrir l'élevage, etc. Donc oui, tout à fait. Alors, introduire de nouvelles cultures, c'est pas toujours évident parce qu'il y a des agriculteurs qui disent oui, mais je peux les produire, c'est intéressant dans la rotation, mais il faut qu'il y ait les filières pour qu'on me les achète. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, la principale difficulté, et qu'on rencontre aussi majoritairement dans le sud de la région centre, c'est le manque de filières. Aujourd'hui, on a des filières, on va dire, assez structurées pour les céréales principales, le tournesol et le maïs, qui sont quand même des grandes cultures qui sont majoritairement représentées partout en France. Et on a, entre guillemets, des filières de niche, comme ça a été cité l'œillette, ça peut être du chanvre, ça peut être du lin, ce genre de choses, où on va avoir des marchés qui vont être beaucoup plus restreints. C'est là où on se rend compte que réduire les phytosanitaires, ce n'est pas uniquement de la responsabilité des agriculteurs, mais que ça concerne tout un écosystème dans une région finalement. Oui, tout à fait. Alors la rotation, on a vu que c'était un levier puissant pour réduire les phytosanitaires, mais c'est quand même changer sa rotation, c'est un sacré micmac. Est-ce que ça fait peur en général ? Ça peut faire peur au départ, oui.
C'est aussi pour ça que le groupe est extrêmement important, parce que les agriculteurs vont pouvoir échanger entre eux sur la manière dont ils ont appréhendé une nouvelle culture. Il y en a un qui va dire « Oh bah moi j'ai testé du chanvre, c'est une super culture pour le désherber, mais c'est compliqué sur la filière, machin. » Il y en a un autre qui va dire « Ah bah moi j'ai mis en place du tournesol. Ah ouais, t'as fait combien en rendement, t'as fait quoi en termes de marge, de désherbage, t'en es content, etc. » Et ça va permettre de faire progresser les agriculteurs en individuel. Et ensuite, ils vont se réapproprier, comme ça a été dit par Olivier, ces choses-là et les mettre en place eux-mêmes sur leur ferme. Est-ce que, on a bien compris qu'il n'y avait pas de modèle unique et qu'il n'y a pas un seul levier, mais est-ce que les leviers comme le décalage de semis ou l'alternance de travail du sol et pas toujours travail du sol, ça revient quand même assez souvent dans les leviers utilisés? Alors oui, ça fait partie de l'agronomie en général qui peut être utilisée pour limiter les adventices. Le décalage de la date de semis peut être possible. On sait par exemple que pour les vulpins, ils lèvent préférentiellement entre le 1er septembre et le 1er novembre. Donc, c'est-à-dire que si on décale la date de semis progressivement de 15 jours après, comme l'a dit Hervé, on va avoir moins de vulpins dans les parcelles. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'en aura pas du tout, mais ce sera quand même plus gérable si vous avez par exemple 50 vulpins au lieu de 250. Ça veut dire qu'en plus de bien connaître mes cultures, qu'en général je connais, il faut que je connaisse bien le cycle des adventices. C'est ça. Et ça, c'est pas toujours évident. Alors, comment ça se passe si on veut progresser là-dedans? Il y a des échanges, des formations Alors moi, il arrive régulièrement que mes agriculteurs du groupe Défi fassent des formations tous les ans sur des thèmes qu'ils choisissent. Alors ça peut être le sol, ça peut être effectivement la partie adventice. Là, on va travailler sur le changement climatique, par exemple. Donc ça va aussi avoir des impacts très importants sur le choix de nouvelles cultures ou de nouvelles techniques. Et effectivement, oui, c'est important d'aller se former, d'aller voir des gens, des visites. Par exemple, moi, j'ai des agriculteurs qui ont mis en place du désherbage mécanique après avoir été voir quelqu'un qui en faisait déjà, par exemple. Merci. Donc, on voit qu'effectivement, de multiples leviers sont à la disposition des agriculteurs pour baisser, mais c'est complexe. Dans certains cas, il faut bien connaître ces leviers. Et donc, il y a des formations qui sont possibles dans les groupes Défi, des formations qui sont choisies et décidées par les éleveurs. Le désherbage mécanique fait partie de ces leviers et nous allons écouter maintenant des témoignages d'agriculteurs qui ont fait ce choix. Bonjour, Sylvain Chalivois, donc céréalier dans le Cher, Bangis-sur-Cran, autour de 300 hectares de céréales. Mon point de départ, je me suis installé en 2007 sur l'exploitation familiale où on avait 3-4 cultures, blé, orge, colza, un peu de tournesol. Donc mon objectif d'installation, c'était d'améliorer la marge et d'intégrer une MAEC, réduction phyto. Entre 2007 et 2014, donc on est passé de 3-4 cultures à 10 cultures différentes. L'introduction de la luzerne en 2019 également, où on a donc diversifié beaucoup, j'ai beaucoup diversifié l'assolement. Et j'ai rencontré aussi de nouvelles problématiques que l'on n'avait pas forcément de désherbage. Entre 2007 et 2014, les problématiques de vulpins sont arrivées. Et aujourd'hui, ces problématiques diminuent fortement. L'élément le plus important à mon niveau, ça a été le binage sur tout ce qui est semis monograines. Donc aujourd'hui, on réalise un semis avec un désherbage localisé. On met même de l'engrais localisé liquide sur tout ce qui est colza, tournesol, maïs. On réduit ainsi de 2/3 nos IFT. Donc on réduit également de 2/3 le coût désherbage. On revient avec la bineuse derrière. Je prends l'exemple d'un colza. Un colza, on va être à 150 € de frais de désherbage automne, donc semis plus un antigraminé. Je reviens un deuxième passage à l'automne avec ma bineuse où je fais du désherbage localisé et je mets aussi 1/3 de dose. La plus grosse contrainte, c'est la main-d'œuvre. Il vous faut 1 ou 2 chauffeurs pour pouvoir tourner. Quand les conditions sont bonnes, c'est jour et nuit, vous pouvez biner. On bine sans caméra. On bine tout avec le GPS, c'est semé au RTK, c'est biné au RTK. Avec juste le GPS du tracteur, avec une précision de 2-3 cm,
vous arriverez à faire le boulot. Et vous réduisez de 2 tiers vos désherbages. La rentabilité, on l'a atteinte. L'amortissement se fait en 3 ans. Donc c'est assez rapide. On parle de chiffres en colza, c'est 100 € de frais de désherbage en moins. Vous mettez un petit peu d'engrais localisé également. Vous avez un colza qui pousse tout le temps. Vous ne mettez pas grand-chose en engrais, mais juste pour qu'il fasse de la biomasse. Vous résistez plus facilement aux insectes. Quand il redémarre au printemps, plus un petit coup de binage. Vous savez ce qu'on dit en tournesol, un binage vaut 2 arrosages. Je vous garantis qu'en colza, c'est la même chose. C'est impressionnant la vitesse à laquelle peut repartir un colza en sortie d'hiver. Nous nous retrouvons donc sur le plateau avec des ingénieurs pour poursuivre nos échanges sur les leviers techniques mobilisables pour réduire les phytosanitaires. Pascal Lacoffrette, vous êtes animateur agronome chez Axéréal. Est-ce que la méthode utilisée en désherbage mécanique et mixte qu'on vient de voir sur la vidéo est transposable pour d'autres cultures ? Oui, donc effectivement, Sylvain vient de tester sur toutes les cultures qui étaient semées au semoir monograine avec des écartements de 60 cm, donc les tournesols, le colza et le maïs. Mais effectivement, dans le cadre de défis et dans le cadre aussi de notre recherche chez Axéréal, l'idée c'est d'aller beaucoup plus loin et de travailler exactement aussi les mêmes solutions, mais sur les céréales, les pois, les lentilles, etc., etc. Donc il y a des essais qui sont menés. Est-ce qu'on peut reprendre, on a eu un témoignage, mais on pourrait reprendre les avantages et peut-être les inconvénients de la RC trille, puis après de la bineuse. Oui. Alors pour la RC trille. Donc effectivement, on travaille les avantages, les inconvénients de chaque outil pour justement pas envoyer les agriculteurs dans le mur, mais justement les accompagner dans les bonnes décisions et dans les bons choix. Et donc concernant les RC trille, on les a testés déjà dans tous les types de sols qui existaient sur notre région, déjà pour qu'on puisse les utiliser dans de bonnes conditions. Et effectivement, on a testé les limites, les avantages, les inconvénients. Donc pour la RC trille, oui, les avantages. Les avantages, c'est on peut intervenir dans le cadre du conventionnel, c'est-à-dire tout de suite après le semis. Enfin, tout de suite après le semis, grosso modo, c'est 60 degrés jour après le semis, de façon à ce qu'on puisse détruire les plantes qui sont en train de lever au stade fil mais qui sont encore dans la terre, et puis après pouvoir intervenir à 3 feuilles dans le cas où c'est possible, parce que là ça fait partie des limites. L'automne, on ne peut pas toujours utiliser la RC trille comme on veut, et donc là dans ce cadre là, quand la RC trille on ne peut plus l'utiliser, c'est le binage qui viendra au mois de mars pour finir de détruire tout ce qui est vulpin, raigrats, etc. Donc la RC trille, un outil intéressant mais qui est limité, ça vaut au tout début des cultures et quand les conditions le permettent. Voilà, c'est ça. Alors, avec le binage, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux ou de plus ? Alors avec le binage, déjà, au jour d'aujourd'hui, les bineuses ont des écartements qui peuvent aller au minimum à 12,5 ou 15 cm. Donc en fait, les agriculteurs peuvent permettre d'utiliser une bineuse sans changer leur semoir. Ils travaillent avec leurs outils conventionnels. Donc déjà, au niveau investissement, c'est un peu moindre. Et l'avantage des bineuses aujourd'hui, c'est que avant, on l'utilisait que sur le maïs ou le tournesol. Maintenant, on peut l'utiliser sur toutes les cultures d'exploitation, vu qu'on peut faire varier les écartements. Donc le coût hectare est diminué, quoi. Alors néanmoins, la bineuse, ça peut freiner certains agriculteurs. La bineuse, on a tendance à penser que c'est assez lent. Il faut se retourner tout le temps. C'est pas un outil qui est forcément très apprécié. Donc effectivement, c'était vrai il y a quelques années en arrière. Aujourd'hui, les constructeurs ont fait d'énormes efforts. Aujourd'hui, on a des bineuses qui s'adaptent donc au rang des céréales avec des caméras qui sont très performantes. Et donc, ce qui permet aussi d'avoir des débits de chantier beaucoup plus importants, parce qu'avant, effectivement, on allait à 4-5 km/h. Aujourd'hui, on peut aller jusqu'à des 10, 12, 15 km/h en fonction des cultures. Donc, vous les testez chez Axéréal ? Oui, on les teste chez Axéréal donc, depuis 2019 maintenant.
Au départ, on a essayé des écartements à 30, donc un rang sur 2. Mais aujourd'hui, on est capable, avec les outils qui existent sur le marché, de travailler à 15 cm. Et effectivement, on a possibilité de rouler à 10-12 km/h. Et c'est ce qu'on constate depuis 2-3 ans, quoi. Alors 10-12 km/h sans se retourner, donc c'est plutôt avantageux. Les résultats au niveau du désherbage sont intéressants? Alors les résultats au niveau du désherbage sont intéressants. Par exemple, en 2021, nous avons testé sur des écartements à 15. On avait grosso modo 75 vulpins par mètre carré. Et donc après le passage de la bineuse, on s'est retrouvé avec 11 vulpins au mètre carré. Forcément, les vulpins qui restent, donc c'est des vulpins, je rappelle, qui n'ont pas pu être détruits par le désherbage mécanique fait par l'air cétrique. Donc on se retrouve avec des vulpins qui sont plein talage, donc plutôt développés. Et du coup, ce qui reste, c'est les vulpins qui sont sur la ligne de semis. La bineuse ne peut pas passer, donc voilà la limite. Et pourquoi on parle de combinatoire? Parce qu'à côté de ça, il faudra toujours une partie phyto pour au moins désherber sur le rang. Merci. Les agriculteurs qu'on a entendus tout à l'heure ont mobilisé un certain nombre de leviers. Qu'en disent les ingénieurs réseau qui suivent davantage d'agriculteurs? Alors Aude, nous vous retrouvons. Maîtriser les bioagresseurs avec moins de fongicides et d'insecticides, c'est possible comme l'ont fait Hervé ou... Oui, c'est possible. C'est, comme l'ont dit les agriculteurs tout à l'heure, c'est beaucoup plus facile qu'en herbicide. On a plus de leviers disponibles. On a notamment un levier en grande culture, en blé tendre, qui est très utilisé, qui est le mélange de variétés. Donc l'idée, c'est de mélanger 3 à 5 variétés ensemble. L'optimum, c'est 4, pour obtenir l'avantage de chaque variété est d'aller à l'optimum pour à la fois stabiliser ses rendements et avoir moins de bioagresseurs, ou en tout cas moins d'impact des bioagresseurs sur la culture. Donc il y a des règles de construction du mélange, si je veux l'utiliser? Oui, il y a quelques règles de construction d'un mélange. Donc si on part sur un mélange à 4 variétés, c'est d'aller, pour les fongicides par exemple, d'aller sur au moins 3 variétés, donc 75%, résistantes, 3 variétés résistantes aux maladies, pour pouvoir réduire son utilisation de fongicides. Après, il faut essayer d'avoir des variétés à peu près de hauteur équivalente pour des facilités d'intervention sur la culture. Et puis on peut aussi viser comme règle d'avoir des variétés résistantes à certains bioagresseurs, donc insectes, pour réduire son utilisation d'insecticides. Par exemple, sur le blé tendre, ça va être le cas pour la cécidomie orange, pour laquelle on va éviter une intervention. Alors, on mélange des variétés, mais est-ce qu'il faut que les dates des piaisons également soient identiques? Alors, finalement, en blé tendre, ce n'est pas une difficulté, c'est-à-dire que des essais ont montré que si on choisit des variétés qui correspondent au créneau de semis, à son terroir et aux variétés habituellement semées, ça ne posera pas de problème d'avoir des différences de précocité des piaisons. À la récolte, on ne verra rien. Donc, je choisis des variétés qui sont adaptées à mon terroir. Est-ce que je vais les trouver sur le marché? Est-ce qu'il y a suffisamment de choix pour créer ces mélanges variétaux? Alors, justement, c'est pour ça que c'est utilisé principalement en blé tendre, parce que vous avez un catalogue de variétés assez varié, avec des profils différents, donc on va pouvoir faire des mélanges intéressants. Ce n'est pas forcément le cas sur d'autres cultures, où parfois le catalogue variétal va être plus restreint, donc l'intérêt des mélanges va être moindre. Et sur certaines cultures, il y a aussi des différences de stade. Par exemple, sur colza à floraison, on va être gêné par cette différence de date de floraison, et donc un mélange va être moins indiqué. D'accord. Donc, pour le blé, c'est plus facile. Il n'y a pas de mélange type, mais on s'adapte à ce qu'on veut, enfin, aux luttes qu'on met en place, et on s'adapte également à son terroir. Les agriculteurs des groupes que vous suivez adoptent facilement ce levier-là? Oui. Sur mon groupe, par exemple, les 3/4 des agriculteurs ont adopté ce levier. Ceux qui ne l'ont pas adopté, en général, c'est parce qu'ils ont des contrats spécifiques de la production de semences qui vont induire un choix variétal précis ou de cultiver en variété pure. Mais sinon, c'est un levier qui est assez facile à mettre en œuvre, oui. Alors, c'est contraignant la première année et après, ça ne l'est plus? Oui, parce que la première année, il faut constituer son mélange, donc choisir ses variétés et pouvoir les mélanger. Après, un mélange est réutilisable. Vous pouvez le récolter tel quel et le ressemer, donc il peut être conservé sur plusieurs années. Voilà. Et les résultats qu'on voit derrière sont probants?
Oui, les résultats sont assez intéressants puisque, en général, sur un mélange, on va être sur un seul fongicide. On va faire confiance au mélange puisqu'on l'a semé, il est adapté. Et donc, si on lui fait confiance, on va pouvoir réduire drastiquement son utilisation de fongicides. Sur mon groupe, on est en moyenne à plus de 50% de réduction sur l'IFT hors herbicide. Oui, donc là, on a un levier qui est très efficace. Alors, on a vu que le mélange de variétés était possible. Il y a un autre levier qui est le mélange d'espèces. Donc, ce qu'on appelle un métail céréales protéagineux, c'est une culture où en fait on mélange différentes espèces. On va avoir une partie de céréales, donc là on a du triticale et de l'avoine, et une partie de protéagineux, donc ici c'est du pois qui est cultivé. Ce mélange il se complète, les céréales vont apporter plutôt l'énergie et les protéagineux vont apporter plutôt la protéine et l'azote pour l'équilibre de la ration des animaux. On peut récolter les métails en fourrage, donc ça va être valorisé en enrubanage ou en ensilage, ou bien en grains. Donc c'est le cas du métail ici, il va être récolté en grains et donc distribué sous forme de farine aux animaux. Alors je m'appelle Philippe Routet, j'habite à Neuvy-Saint-Sépulcre dans l'Indre. Je suis éleveur, naisseur-engraisseur. J'ai intégré le réseau Défi en 2016, c'était une volonté personnelle et puis on a créé ce groupe. Notre but c'était d'être autonome et d'acheter le moins possible d'aliments et de baisser nos herbicides, enfin tous nos pesticides en général. Un des avantages agronomiques du métail, c'est le fait d'être un mélange d'espèces qui lui apporte une grosse couverture au sol. Et donc on va avoir une forte concurrence contre les adventices. Donc la majorité des agriculteurs du groupe Défi cultivent le métail sans désherbage. On a une couverture qui permet de se passer d'herbicides. Cette diversité d'espèces, et on peut avoir aussi une diversité de variétés pour chaque espèce, elle apporte aussi de la rusticité. Et donc les métails ont très peu de pression maladie, ce qui fait qu'on peut les conduire quasiment sans fongicides, voire 100% sans fongicides. On a dans le métail différents types de racines, des pivots, des racines plus fasciculées, ce qui fait que les plantes ne se concurrencent pas entre elles et qu'on va avoir aussi un effet structurant dans le sol. Donc le métail est intéressant en rotation, par exemple avant ou après une autre céréale. Au niveau herbicides, pesticides, j'ai réduit de au moins 80%. Je ne traite plus que 14 hectares sur 40. Le soja que j'achetais avant, j'ai réduit de 50% puisque je produis des protéines sur mes 26 hectares, donc c'est une grosse réduction. Et mes engrais azotés ont été réduits aussi de pas loin de 50% parce que les protéines, elles prennent l'azote de l'air, elles n'ont pas besoin qu'on leur en apporte. Donc on réduit d'une pierre 3 coups presque. Alors les métails grains qu'on emmène en moisson, il y a juste 3 espèces là, c'est triticale, avoine, pois. Ça fonctionne très bien, chez nous il n'y a pas de souci. Et métail en silage, moi ça ne me sert pas pour engraisser là, par contre ça me sert surtout pour faire de la nourriture pour les animaux, parce qu'on a des sécheresses de plus en plus récurrentes. Donc les métails en silage nous permettent de faire beaucoup de nourriture et à bas coût, puisqu'il n'y a pratiquement pas d'azote, il n'y a aucun produit de traitement. Et en plus, je suis pratiquement autonome en paille. Je n'ai plus besoin d'acheter de la paille pour faire la litière, parce que j'ai beaucoup plus de culture qu'avant. Parce que toute la partie qui était en maïs est en culture. Je suis pratiquement autonome partout. Baisser nos herbicides, pesticides de 80% en 4 ans, c'était impensable. Moi qui avais été formé à la chimie, c'était pas possible. Sans le groupe, déjà, on n'aurait pas avancé aussi vite, parce que tout le monde a fait des essais chacun de son côté. Et seul, j'aurais jamais osé. Enfin, et je crois qu'on était tous pareils. On n'aurait jamais osé franchir le pas aussi vite. Donc merci le groupe Défi. Lucas Henner, vous êtes animateur CIVAM, vous animez un groupe Défi et un groupe 30 000. Alors je crois que dans ces groupes-là, les mélanges d'espèces qu'on appelle les métails sont un levier qui est souvent utilisé par les agriculteurs en fait. Oui, bonjour. Effectivement, moi j'anime des groupes qui sont polyculteurs, éleveurs. Donc souvent on travaille dans un double objectif, à la fois réduction des phytos, mais aussi autonomie alimentaire. Et donc dans ce cadre-là, les mélanges qu'on appelle céréales protéagineux présentent beaucoup d'avantages. Donc
un levier qui a une double vocation, et ça, c'est vraiment intéressant. Alors, comment ça se passe depuis 2016, je crois, les groupes ont mis cela en place. Ça se traduit comment, très concrètement? Par quel type de mélange? Alors déjà, les métailles peuvent être récoltées de deux façons. On va avoir des métailles fourrage, donc qui sont récoltées grosso modo au mois de mai, soit en enrubanage, soit en ensilage. Donc là, on va être plutôt sur un objectif de récolter du stock pour donner à manger aux animaux. Ça permet aussi de pallier aux sécheresses et aux difficultés qu'on a pu avoir, notamment sur le maïs en silage. Et puis on va avoir des métailles grains, donc qui sont récoltés à la moisson, et là qui vont plutôt servir de concentré à porter aux animaux, donc pour acheter moins, voire plus du tout de concentré type soja importé. Donc après, il y a différentes espèces qu'on peut sélectionner, qu'on peut mettre dans ces mélanges. Alors quel type de protéagineux par exemple? Alors en protéagineux, on va être en général sur une dominante de pois, donc pois fourragé. Ça peut être aussi du pois protéagineux sur des mélanges deux espèces type orge-pois. Pourquoi on choisit le pois? Alors c'est une plante qui est riche, on est à plus de 30% de protéines, et puis c'est aussi couvrant. Donc on va avoir un avantage aussi au niveau de la couverture du sol, ce qui va permettre de réduire l'usage d'herbicides dans le mélange. Voilà, on peut également utiliser de la févrole. Oui, tout à fait, de la févrole, donc, qui est un autre protéagineux intéressant. Certains le cultivent en pur, avec parfois des difficultés liées aux maladies. Et on s'aperçoit qu'en mélange avec des céréales, on a un effet tampon, un effet barrière créé par les céréales. Et du coup, un métail céréales févrole peut être conduit souvent sans fongicide. On arrive à la récolte sans trop de problèmes. Ces mélanges sont adoptés assez vite par les agriculteurs et notamment les éleveurs qui voient un intérêt pour les rations, ou ils hésitent avant de se lancer? Alors il peut y avoir des hésitations parce que c'est vrai qu'on travaille, on introduit quelque chose de nouveau dans le système, et quand les éleveurs sont habitués à acheter un aliment sur lequel ils connaissent parfaitement la valeur alimentaire, il va falloir apprendre à travailler avec le métail, puisque ce qu'on dit souvent, c'est qu'on sait ce qu'on sème, on ne sait pas ce qu'on récolte. Donc il peut y avoir un petit frein psychologique. Il peut y avoir un frein psychologique. L'avantage, c'est qu'on est sûr de toujours récolter quelque chose, puisque en fonction des aléas de la parcelle, de l'année climatique, une espèce va prendre un peu la place de l'autre. Donc en termes de rendement, on est sur des résultats assez stables. Par contre, la valeur en protéagineux, la proportion des différentes espèces va varier. Donc là, ce qui est recommandé, c'est de faire une analyse pour connaître précisément la valeur alimentaire du métail et savoir l'incorporer dans la ration. Voilà. Alors donc, en fait, par une analyse, j'arrive à me rassurer si ça fait partie de ce que je mets dans la ration des animaux. Il n'y a pas de recette passe-partout. Donc chaque éleveur élabore un petit peu son mélange au fur et à mesure. Et puis après quelques années, certains se passent d'analyse, ils développent un petit peu une expertise sur la culture et arrivent à voir un petit peu à l'œil, à la récolte, ce que ça donne. Économiquement, vous avez fait des bilans, c'est-à-dire qu'on voit qu'effectivement ça permet de baisser la pression des bioagresseurs, c'est intéressant pour la ration. Est-ce que vous avez fait des suivis économiques également ? Ce qu'on voit globalement, le métail est utilisé en parallèle à d'autres leviers à l'échelle des systèmes. Le gain sur le plan économique, il est assez facile sur la partie coût alimentaire, puisqu'on voit qu'aujourd'hui les prix des concentrés azotés sont en train d'augmenter fortement. Donc plus on en produit à la ferme, plus on va faire d'économies à ce niveau-là. Donc dans les systèmes polyculture élevage, c'est assez simple. Et puis on a aussi moins de charges, puisque comme le métail est très couvrant, on a au maximum un herbicide, voire pas du tout. Et puis pareil, maximum un fongicide, pas d'insecticide, donc on a un coût réduit. Le seul coût qu'il peut y avoir, c'est quand même la semence. Donc après, beaucoup d'éleveurs travaillent avec des semences de ferme. L'avantage du groupe, c'est aussi qu'on peut partager les semences, donc voilà. Question de joker, est-ce qu'il faut tout le temps rechercher une pression zéro finalement des bioagresseurs? Est-ce que finalement les groupes défis, on n'apprend pas un peu à accepter un seuil qui ne serait pas risqué ni techniquement ni économiquement? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'au départ de la démarche, on peut avoir peur de cette pression bioagresseur. En fait, ce qu'on apprend avec Défi, c'est que la présence d'un bioagresseur n'induit pas systématiquement un dégât sur la culture. Et s'il y a un dégât sur la culture, ça n'induit pas systématiquement
une perte économique, puisqu'il faut aussi mettre dans la balance le coût des interventions, le coût des produits. Donc c'est vrai qu'on l'a vu tout à l'heure avec les témoignages d'agriculteurs, petit à petit, je dirais qu'ils apprennent à aussi avoir un regard sur leurs charges, à maîtriser les charges et à effectivement accepter plus facilement une part de risque, ou en tout cas à vivre avec les bioagresseurs, et je dirais à cultiver une rusticité à l'échelle de tout le système, c'est-à-dire à mobiliser un ensemble de leviers agronomiques pour sécuriser son système et être moins vulnérable aux aléas. Merci. Donc, levier pour réduire les herbicides, levier pour réduire les fongicides et les insecticides, tout est possible. C'est plus ou moins facile selon les résistances que l'on a, selon le système d'exploitation que l'on a. Je crois qu'il va être temps maintenant de conclure et nous allons retrouver sur le plateau les agriculteurs qui ont témoigné tout à l'heure. Hervé, Thomas, nous nous retrouvons. Pour conclure, vous allez poursuivre dans cette voie parce que vous avez activé tous les leviers. Disons qu'il y a une évolution qui est prévue un peu sur l'exploitation, c'est de mettre l'irrigation avec un voisin. Et donc automatiquement, ça va ouvrir d'autres portes, d'autres cultures. Mais pour l'instant, il n'y a rien de défini, mais je pense que ça va encore bouger. Donc vous continuez toujours à explorer toutes les pistes possibles. Si possible. Quel conseil vous donneriez à un jeune ou à un agriculteur tenté par la démarche défi ? Déjà d'y aller, d'avoir une volonté, un objectif. Avant de rentrer, il faut une volonté quand même de se mettre dans un groupe. Ça, c'est le groupe. Pour moi, c'est primordial. Il n'y a que comme ça qu'on avance. Sinon, c'est très compliqué. Ou alors de prendre des conseils chez d'autres agriculteurs. On a des chambres d'agriculture qui travaillent pour. Mais ne pas y aller seul. Ça peut être compliqué. Très bien. Et pour vous, Olivier, quelle va être la suite ? Vous avez fait 5 ans d'évolution assez rapide avec votre groupe défi. L'avenir s'annonce comment ? Aussi mouvementé, je pense. C'est-à-dire, vous avez continué à tester des choses ? On a déjà eu l'acquisition d'une RC-Tri, testé le désherbage mécanique avec différentes techniques à différents moments. On va essayer. Ensuite, faire évoluer encore la rotation pour, comme disait mon collègue, alterner une culture de printemps et une culture d'hiver, pas d'automne plutôt, et essayer de nouvelles cultures. Donc, vous continuez à faire tourner le cercle vertueux, en fait, pour réduire les phytosanitaires tout en ayant une autonomie alimentaire pour votre troupeau. Alors, vous, quel conseil vous donneriez à des agriculteurs qui seraient tentés par l'aventure groupe défi ? Je dirais déjà qu'il faut être prêt dans sa tête. Il faut être prêt à accepter la critique des autres et la critique constructive du groupe aussi, qui est importante. Oui, c'est une critique bienveillante quand même. Oui, et c'est comme ça qu'on avance. On demande pourquoi on fait ça ou pourquoi on ne fait pas ça. Être capable de répondre, et si on ne répond pas, pourquoi on ne le fait pas, quoi. Il faut savoir avancer, et après, il faut éviter de se mettre des œillères. Parce qu'on sait que les solutions, pour l'instant, elles n'existent pas. Il faut les trouver. Et les trouver, on ne les trouvera pas dans ce qu'on a déjà appris. Très bien. Merci beaucoup. Nicolas, je vous retrouve pour conclure et je vous laisse le mot de la fin. Eh bien, on peut être satisfait des résultats qu'on obtient au sein des réseaux, des groupes défis, du travail des agriculteurs, des ingénieurs réseau, qui sont parvenus à une réduction ou un maintien bas des IFT. Ça, c'est une première satisfaction. La deuxième, c'est que beaucoup d'entre eux parviennent à une satisfaction de leurs objectifs, que ce soit un maintien de la marge économique ou même son augmentation, une réduction du temps de travail. En tout cas, on a vu de nombreux objectifs. Et donc, il y a une nouvelle phase de groupe défi qui s'ouvre ? Oui, une centaine d'agriculteurs se réengagent pour une période allant de 2022 à 2026 sur les régions Centre-Val de Loire et Île-de-France, ce qui est très encourageant pour poursuivre l'aventure, poursuivre les objectifs. Et si des agriculteurs qui nous ont écoutés sont intéressés, quelles démarches doivent-ils entreprendre ? Eh bien, ils peuvent se rapprocher de leurs conseillers, des structures qui les accompagnent au quotidien. Il y a un site internet, Ecophytopic, qui recense pas mal de documentation à ce sujet. En tout cas, le plus important, c'est de se rapprocher d'un groupe
de pair pour pouvoir partager ensemble. Se fixer des objectifs, c'est le premier pas, et il doit être accompagné du deuxième qui est de s'entraider et de s'entourer. Merci Nicolas. Eh bien, nous espérons avoir répondu à vos questions ou du moins avoir suscité votre curiosité. À très bientôt. Merci.